Bonjour, je suis ravi de vous retrouver ici pour la suite de notre voyage en francophonie à travers la Mauritanie. Après une découverte de la capitale, Nouakchott, avec des jeunes Mauritaniens et d'un paradis écologique préservé, le banc d'Arguin, j'avais envie de vous faire découvrir ce qui fait l'identité de ce pays, ces grandes immensités désertiques. Pour cela, j'ai un guide, et pas n'importe lequel. C'est l'un des plus grands écrivains mauritaniens, il s'appelle Bérouk. Il m'attend dans sa ville natale Datar, première étape de la découverte de ces mythiques cités caravanières. Alors vous êtes prêts? Notre voyage en francophonie à travers la Mauritanie continue. C'est parti! Bérouk n'est pas seulement l'un des plus grands écrivains mauritaniens, il est aussi journaliste. Il a fondé Mauritanie Demain, le premier journal indépendant du pays. Sa langue d'écriture est le français, et à la poésie des titres de ses romans, on comprend rapidement que sa terre mauritanienne est sa source d'inspiration. Et en particulier la région de l'Adrar, un immense plateau aride célèbre pour la beauté de ses dunes, de ses canyons et de ses étendues désertiques à perte de vue. Bérouk est né à Attar, la capitale de cette région au centre de la Mauritanie. C'est en tant qu'enfant du pays aux nombreux prix littéraires qu'il m'a proposé de la découvrir. Salut Bérouk! Salut! Salut, ça va? Ça va? Comment tu vas? On salue? Ça va? Toujours comme ça en Mauritanie? On salue toujours comme ça. Ça va? Je suis très heureux d'être dans ta ville natale. Tu as de bonnes raisons d'être heureux dans cette belle ville, dans cette Kasbah. Nous sommes au milieu de la Kasbah de la ville d'Attar. C'est la vieille ville. Hein? C'est une ville qui date du XVIe siècle. Attar, ça a toujours été un carrefour. D'abord un carrefour caravanier, ensuite c'est un carrefour de commerce. C'était jusqu'en 1967, c'était la plus grande ville du pays. C'est aussi la ville la plus cosmopolite de Mauritanie. Parce que je trouve des gens qui viennent du nord, du sud, de l'est, mais qui deviennent rapidement attarois. Donc moi je pourrais devenir attarois? Absolument, tout le monde peut devenir dattarois. Tu me fais découvrir ton quartier? Oui, ta ville? oui, On y va? Oui. Et on commence par quoi? On commence par le vieux quartier, par la Kasbah, par la ville originelle. C'était la maison de mon grand-père. Nous sommes installés ici il y a plus d'un siècle. Nous avons fait engeance ici, nous avons fait nos joies ici, nos peines, nos mariages, nos alliances. Est-ce que toi tu es originaire d'une famille de caravaniers? Oui, j'ai d'une vieille famille de caravaniers qui nomadisait dans un espace très large. Tu disais que le désert, c'est un concept finalement qui n'est pas mauritanien. Il n'y a pas de désert. Désert, c'est là où, quand on est seul, quand une personne est seule, quand elle est perdue, elle est dans un désert. Mais là, elle n'est pas perdue, elle sait où elle va. Parce qu'elle connaît les noms de ces dunes. Je vais passer par telle dune, par telle dune, par telle dune. Sur 100, 200 km. Il n'y a personne, mais il y a des dunes, il y a des gens. Et des gens sont déjà passés par là, ou ont déjà campé ici. On appelle pas ça désert. Ça c'est une maison typique? C'est une maison typique, oui, un peu typique d'Attar. C'est la maison de mon oncle. Bérouk, comment est composée une maison traditionnelle mauritanienne comme celle-ci? Il y a différentes influences, sahariennes, maghrébines, arabes, un peu d'influence somalienne. Parce qu'il y a toutes ces influences-là. Parce que l'habitat le plus courant n'est pas la maison, c'est plutôt des tentes. Et c'est une maison où on vivait en pleine communion, où tout le monde vivait ensemble. Qu'est-ce que tu ressens, toi, quand tu reviens ici, quelques années plus tard, dans ces lieux où tu as passé ton enfance? Je me sens moi-même. Je me sens tout entier. Je sens que rien me manque. Je suis dans mon environnement naturel. Et parfois, je me dis que je n'aurais pas dû quitter ce milieu-là. À Attar, il existe depuis plus de 25 ans un lieu incontournable pour la langue et la culture française, c'est l'Alliance française. Bienvenue à l'Alliance française d'Attar. Créée en 1998, cette association mauritanienne offre des cours de soutien en français aux enfants, organise des événements culturels et fait découvrir aussi aux francophones de passage la culture mauritanienne. On y retrouve les livres de Bérouk, mais aussi d'autres écrivains qui écrivent en français sur leur pays. Mahmoud Taleb dirige l'Alliance française depuis 20 ans, une mission et un lieu qui lui tiennent particulièrement à cœur.
parce que Attar est une ville qui a une histoire francophone. C'était la ville où il y avait la plus forte concentration de militaires français en Afrique de l'Ouest. Et donc, la ville est francophone et francophile. J'ai perpétué un peu aussi cet esprit à travers tous les services que nous dispensons et à travers l'offre de cours et l'offre culturelle que nous avons. C'est ma culture que je fais vivre. Ça, c'est le marché d'Attar. Ça a toujours été un marché, Ça a toujours été un marché. Un grand carrefour. C'est un grand carrefour, c'est un grand marché. Les marchandises viennent de partout, les gens viennent de partout. Tout l'Adrar en fait. De toute la Mauritanie en réalité. Merci beaucoup Bérouk pour cette visite de ta ville natale. Et nous allons aller à Chinguitti. Chinguitti, c'est la Sorbonne du désert. C'est le grand centre de commerce caravanier. Tu vas voir. Alors on y va. Bérouk, Chinguetti, c'est l'une des plus anciennes cités caravanières de Mauritanie. C'est une ancienne ville caravanière, mais c'était aussi un centre culturel très important. Il y avait des bibliothèques dans chaque quartier de Chinguitti. Il y avait une forme d'université et il donnait des cours à tous ceux qui venaient. Et pourquoi on l'appelle la Sorbonne du désert? Sorbonne parce que c'est très vieux. Parce qu'il y a des milliers d'ouvrages qui sont éparpillés entre les différentes familles de Chinguitti. Donc il y a encore des bibliothèques aujourd'hui très vivantes à Chinguetti. Bien sûr, il y a des bibliothèques comme celle de Habat que je vais te montrer tout de suite. C'est la bibliothèque Habat, c'est la plus vieille bibliothèque de Chinguitti. Il y a des manuscrits qui datent de plusieurs siècles dans tous les domaines. Astronomie, théologie, des livres d'histoire, on peut trouver plein de choses. C'est une des familles les plus anciennes de Chinguetti. Et ici, les bibliothèques sont avant tout des bibliothèques familiales. On parle de 12 bibliothèques familiales à Chinguetti. C'est un véritable trésor. Il faut forcément mettre les gants. Oui, parce que c'est fragile tout de même. Donc ça, c'est un exemplaire du Coran de théologie, il y a 13e siècle. du XIIIe siècle. Pourquoi ces manuscrits se retrouvent ici, à Chinguetti? Ce qu'il faut comprendre, c'est que Chinguitti était un rendez-vous des caravanes qui devaient partir à la Mecque. Et les pèlerins ramenaient des livres. Et les commerçants qui allaient commercer au Orient ramenaient des livres. Et les livres aussi étaient une richesse, c'était un prix. Je crois que un livre pouvait vendre un chameau pour avoir un livre. Ou deux, ou trois. À l'époque, ils les conservaient jalousement dans des conditions très difficiles. C'est pourquoi ils y tiennent beaucoup. Et c'est pourquoi ils ne laissent pas beaucoup de monde s'approcher de leurs manuscrits. Pourquoi le livre a autant de valeur en Mauritanie? Ce qu'il y a d'intéressant dans ces contrées désertiques, c'est qu'il y a une véritable adoration du livre et de l'écrit. Le livre, c'est le signe du savoir, c'est le signe de l'intelligence. C'est un culte. En islam, la première recommandation que Dieu a faite pour le prophète est de lire. Iqra. Et les gens risquent leur vie par très loin, jusqu'à risquer leur vie pour ramener des livres. Et c'est ça ce qu'il y a de fascinant dans cette quête du savoir dans une région très difficile. Bérouk, qu'est-ce que tu ressens devant cette mosquée, devant ce paysage de Chinguetti? J'ai comme l'impression de revivre des temps immémoriaux. Chinguetti, ça a été une ville qui a beaucoup de place dans le cœur des Mauritaniens, de tous les Mauritaniens, et d'ailleurs de tous les Sahariens. La Mauritanie, elle est dans tous tes romans. Oui, elle est dans tous mes romans, parce que la Mauritanie, les déserts, le Sahara, les villes anciennes, nos oasis, c'est mon environnement, c'est ma culture. C'est ta source d'inspiration. C'est ma source d'inspiration, c'est moi. Parce qu'en fait, qu'est-ce qu'un écrivain a à offrir?
Son écriture, bien sûr, mais aussi sa culture. On dit que la Mauritanie, c'est le pays aux millions de poètes, ça c'est vrai? Oui, parce que à l'origine, dans le désert, il est de bon ton de savoir déclamer un poème. Le poète a une place particulière dans les gens et tout le monde rêverait d'être poète. Tu écris en français. Pourquoi tu as choisi le français comme langue d'écriture? Mon père était un instituteur francophone, francophile, qui aimait beaucoup le français et qui pensait que le français c'était aussi une arme de liberté. Il était très indépendantiste et en même temps, il avait un amour immodéré pour la littérature française. Et l'amour de la langue m'est venu comme ça. Bérouk, si tu avais un mot en français pour définir ton pays, la Mauritanie, ce serait lequel? En vérité, la Mauritanie peut se résumer en un verre de thé. Merci Bérouk de m'avoir fait découvrir ta Mauritanie. Merci d'avoir bien voulu découvrir ma Mauritanie. Je pars un peu plus au nord, rencontrer l'un des personnages d'un des romans de Bérouk, Le silence des horizons. Elle s'appelle Zaïda et elle habite Ouadane, l'une des 4 villes saintes caravanières de Mauritanie. Comme dans le roman de Bérouk, Zaïda est une femme de caractère et engagée. En 2000, elle crée à partir de rien une auberge où elle accueille des touristes du monde entier. Elle forme aussi les femmes de la ville en partageant son expérience d'entrepreneuse. Enfin, elle s'engage en francophonie en dirigeant l'Alliance française de Ouadane. Les enfants peuvent venir apprendre le français, lire des livres et participer à de nombreuses activités culturelles comme découvrir l'astronomie avec les autres membres de l'équipe de l'Alliance française. Zaïda m'a donné rendez-vous sur la plus grande place de Ouadane pour me faire découvrir sa ville mythique caravanière où elle est née. Oh! Et bonjour Zaïda! Bonjour! Quel accueil! Bienvenue! Quel accueil à Ouadane! Bienvenue, avec plaisir! C'est les traditions, on accueille les gens avec la musique et les danses qui s'appellent Degdag. Et ces jeunes filles ont hérité ces musiques de leurs ancêtres, leurs grands-mères, leurs mères. C'est la tradition. C'est les traditions. Et je vais te faire découvrir la ville. Et on y est. Merci beaucoup! Shukran. Merci, shukran! Alors Zaïda, Ouadane, c'est en fait l'une des 4 villes saintes. Oui, on est dans une vraiment ville historique de la Mauritanie. Quand est-ce qu'elle a été construite, cette cité? Cette cité a été fondée en 536, ce qui fait 12 siècles. 12 siècles. Ouais. Là, on est autour de nous, il y a 12 siècles d'histoire. Oui, exactement. Et ça, ce bâtiment? Et ça, c'est le minaret de l'ancienne mosquée. La première mosquée qui a été faite à Ouadane. Depuis 12 siècles. 12 siècles. Il est là. La rue des 40 savants. La rue des 40 savants, c'est des savants qui ont été maisons collées l'un et l'autre, qui font l'école coranique, qui font l'apprentissage des livres religieux, sciences, etc. dans l'ancien temps. Donc c'est ici. Ouadane, ça veut dire des oued. Oued des dates et oued des savoirs. D'accord. Tu passes, tu vas voir les traces des enfants à l'époque où ils lisent chez les savants. Tu vas voir leurs traces à jouer sur les pierres. Ça? Ah oui, ils trairent les chameaux. Comment ça? Ça, c'est des traces des enfants qui grattent des pierres avec d'autres pierres, bien sûr. C'est pour avoir des poudres. Donc, ce qui en a plus de poudre, c'est lui qui a gagné. En disant qu'il a traire un chameau, il a plus... C'est lui qui a gagné. C'est lui qui a gagné. Sympa. Ouais. Toutes ces pierres, elles racontent une histoire et on imagine tous les caravaniers qui passaient. Qui passaient à l'époque, oui. Vraiment, c'était une route des caravaniers qui vient de... Alors là, quand on arrive là, Zaïda, on a une vue incroyable. Bon, voilà, c'est la ville de Ouadane, c'est une ville fortifiée. Les gens de Ouadane, comme ils disent le proverbe, ils ne devront pas s'inquiéter parce qu'on habite sur la montagne. On peut voir les ennemis arriver. On peut les voir, donc on est en sécurité. Zaïda, quand on voit tout ça,
On imagine que Ouadane, c'était une ville très riche à l'époque. Très riche à l'époque, oui, oui, parce qu'il y a tous les caravaniers qui passent par là en échange. Il y avait les caravanes de sel ici jusqu'à Chingiti, Tichit, Oualata, après ils remontent jusqu'à Mali. Et là, je vais t'amener quelque part dans une place mystérieuse. C'est où? C'est loin d'ici? C'est 1 heure de route d'ici. Et je vais aller me changer et après on ira là-bas. Voilà. Oh là, c'est mystérieux tout ça. Mystérieux, exactement. Zaïda, tu m'emmènes où? Ah, je vais te montrer où je t'amène. Je t'amène dans un endroit spécial. Un endroit spécial. Et Voilà, la carte. Elle est pour belle, cette nous c'est carte. un endroit vraiment spécial parce qu'on n'arrive pas à comprendre ce que c'est comme endroit. On est là et je t'amène ici, dans ce cercle-là, Petit tourbillon qu'on là. appelle l'œil d'Afrique. L'œil de l'Afrique. Voilà. C'est un mystère quand Donc même. nous on va découvrir. Oh, Vous déjà. allez voir ce que c'est. Sur la route du mystère de Du l'œil de mystère, l'Afrique. Voilà. Ces montagnes qui commencent de là jusqu'à là-bas au fond, c'est le premier cercle de l'œil de l'Afrique. Ah ouais, c'est immense en fait. C'est très très immense parce qu'il fait 45 km De diamètre. Ouais. Ouais, c'est dingue. Voilà, on arrive au centre des cratères. Alors Zaïda, c'est ça? Voilà, L'œil on de arrive- l'Afrique. On arrive à l'œil de l'Afrique. Donc voilà, donc là on a une vue de presque de tous les cercles. Incroyable. C'est très grand. C'est quoi en fait l'œil de l'Afrique? On ne sait pas. C'est un lieu inconnu. Tidor nous dit que c'est une météorite. Le grand naturaliste français. Ah oui, oui, que je l'ai connu en plus quand j'étais jeune. Il y en a qui disent que c'est une trace de volcan. Il y en a qui disent que c'est l'Atlantide ces derniers temps. Et pourquoi on l'appelle l'œil de l'Afrique? L'œil de l'Afrique parce qu'il est en forme. Quand tu vois les photos d'un satellite, tu vois vraiment que c'est une forme d'œil. Donc si tu regardes de l'espace, Si tu regardes de l'espace en haut, tu as vraiment au centre une espèce vraiment de forme d'œil. C'est très très joli. On se croit vraiment dans une autre planète. c'est clair. Ouais. On est carrément Voilà. dans une autre planète. Pourquoi tu aimes bien venir ici avec des touristes? Parce que je voulais lui faire découvrir un lieu naturel et je voudrais aussi montrer que la nature est plus forte que l'homme. Qu'est-ce que tu aimes dans ta région de la Drare? Tu m'as présenté Ouadane, maintenant cet œil de l'Afrique. Qu'est-ce que tu aimes? Moi, ce que j'aime bien, c'est les villes anciennes qu'on a, parce que ça nous fait penser notre ancêtres et notre culture. Et j'aime bien aussi le désert, parce que c'est le silence, tu peux toujours respirer d'air naturel. Tu es aussi une femme très engagée. Pourquoi c'est important l'engagement pour toi? Parce que je trouve que chaque citoyen doit être responsable de faire un pas dans son pays. Pour construire un pays, donc on ne peut pas le construire tout seul. Donc je suis le président d'une ONG qui s'appelle Ravi les Frères pour faire le développement, l'autonomisation des femmes et des jeunes. Et la langue française? Pourquoi tu as décidé de créer une alliance française à Ouadane? Je m'engage avec l'Alliance française parce que c'est pour améliorer le niveau des élèves en français. On a une zone touristique, une ville touristique, donc on aura toujours besoin d'un lieu où les gens peuvent, ceux qui n'ont pas allé à les études comme des guides, donc ça lui donne d'avoir un accès pour étudier un peu de langue française, juste pour qu'ils arrivent à communiquer avec leurs clients. Si tu avais un mot, Zaïda, pour définir ton pays, la Mauritanie, ce serait lequel? Ce sera la liberté. On vit dans une liberté immense qu'on n'imagine pas. Et ça respire. L'espace est très, très bien. Voilà, Ça, quoi. c'est la chose. Merci de m'avoir fait découvrir ton pays Bienvenue. et l'œil de l'Afrique. Si vous venez à Mauritanie, vous avez toujours les bienvenus. Merci. Voilà, vous avez derrière moi le centre de l'œil de l'Afrique qu'on va quitter pour la dernière étape de notre voyage à travers la Mauritanie. On va rencontrer une dernière personnalité francophone, haute en couleur. Il s'agit de Mami Nevin. C'est un passionné fou de l'œuvre de l'exploratrice française Odette de Puygodot. Il m'attend chez lui, à Azougui.
Chez Mamine Evin, le drapeau breton côtoie celui de la Mauritanie. Le grand-père de Mamine, Jacques Evin, est un militaire breton appelé en 1925 pour servir sous le drapeau français en Mauritanie. Il se marie à une Mauritanienne et a 6 enfants, dont le père de Mamine, qui lui offre à 14 ans un livre d'Odette du Puy-Godot. Mamine tombe fou amoureux des récits de cette aventurière française qui raconte sa traversée de la Mauritanie à partir de 1930. Il connaît même des passages entiers de ses œuvres écrites pendant 30 ans de voyage à travers le pays. Il décide de s'installer là où Odette, comme il l'appelle affectueusement, a passé le plus de temps en Mauritanie, à Azougui. Il ouvre avec l'autre amour de sa vie, sa femme Aziza, une auberge et une agence de voyage, l'Armor Tour, où il fait découvrir aux touristes les beautés de son pays, en ayant toujours avec lui un livre d'Odette de Puy-Godot. Salut Mamine. Salut Ivan. Tu m'accueilles avec le thé, évidemment. Tout à fait. L'été, rite de bienvenue, autant que réconfort, signe de fête et d'amitié. Et nous lancerons tous le même art de satisfaction. Ça, c'est Odette de Puy-Godot. Exact. J'en étais sûr. Gagné. J'en étais sûr. Merci, je suis ravi de te rencontrer. Moi aussi. Alors Mamine, j'ai beaucoup entendu parler de toi et bien sûr de ta passion pour Odette de Puy-Godot. On est un peu en Mauritanie et en Bretagne. C'est vrai que nous avons ce capital commun entre les deux peuples qui ne peut que les rapprocher, qui sont les écrits d'Odette Puy-Godot. Tu me fais découvrir tout ça? Ton univers, ta passion? Avec plaisir. Allez, on peut trinquer avec le thé? Oui, Yermat. Yermat. Bienvenue. Alors là, on est dans le temple d'Odette de Puy-Godot. Mamine, qui est Odette de Puy-Godot? Odette Puy-Godot est une aventurière des années 30. Donc, une Bretonne née à Saint-Nazaire, à l'Estère de la Loire, le 20 juillet 1894. Et donc, le réveil d'évasion et d'aventure. Alors, c'est notre chance à nous, la Mauritanie, parce qu'elle était quand même inscrite maritime. Donc, elle a sillonné les îles bretonnes. Elle a participé à des campagnes de pêche sur des tonniers bretons. Donc, elle avait son livret maritime. Une aventurière. Ouais. Qui vient jusqu'en Mauritanie alors? Elle part avec sa compagne, Marion Senen, et il fait ses 3 odyssées. Tu me montres son parcours? Donc, à bord du Lanche vers le banc d'Arguin, ensuite vers le Trarza, ensuite vers le Alleg, et le Gorgol, le Guidimara et Akifa. Elle était déjà arrivée à Akifa, elle était très malade et donc elle est rentrée à Travercaille à Dakar pour se soigner. Et sur son lit d'hôpital, Odette entendait un capitaine qui vient d'ici, de chez moi, de Datar, et qui évoquait la guetna. La guetna, c'est la cueillette des dattes. Et donc, elle dit à Marion, le voyage n'est pas fini, Cap Seratar. Donc, elles vont vers Azougui, ici, là, exactement où nous sommes. Et elles font cette boucle environ de 400 km, Chengiti, Wadan, et reviennent à Attar. Ah oui, ça, c'est le trajet que nous, on a fait, mais elles l'ont fait en chameau, c'est ça? Oui, un chameau. Et donc, elle a raconté tous ses voyages dans des livres. Elle a écrit 10 livres sur la Mauritanie, où, bon, on ne raconte pas que son voyage. Là, les lettrés mauritaniens considèrent que c'est une mémoire de nos racines nomades, parlant de nos us et coutumes, nos traditions. Elle a parlé de tout, mais vraiment de tout. Et ça, c'est étayé par le dessin de tous les outils que nous utilisions à l'époque. Qu'est-ce qu'elle a de différent, Odette de Puy-Godot, par rapport à d'autres explorateurs, exploratrices qui sont venus en Mauritanie? Elle a été très sincère et très fidèle dans ce qu'elle reportait. Elle n'avait pas de préjugés. Et donc, elle a été acceptée et respectée par la famille nomade qui respecte ces 2 dames courageuses qui arpentent le désert. Elles ont pu s'introniser dans notre famille chamérière. Tu sais, quand je t'écoute parler comme ça de cette aventurière, ça donne envie quand même d'aller sur ses traces. Tu penses qu'on peut y aller en chameau? Avec plaisir. Yallah! Allez, on y va. Et voilà les chameaux. En fait, se balader en Mauritanie sans se balader à chameau, c'est pas vraiment la Mauritanie. C'est exact. Ah, salam alaikum. Salam alaikum. Marhaba. Marhaba. Khair, tiak labas, ya khair, yak labas, ya khair. Ya marhaba. Yak labas, ya khair. J'adore les salam alaikum dans ce pays. Alhamdulillah, mashallah, alhamdulillah. Un vrai nomade doit avoir son chèche comme tous les autres. Voilà. Tu sais que depuis que je voyage en Mauritanie, je me dis, mais quand est-ce que je vais enfin mettre le chèche mauritanien? Ah ben voilà. Il fallait que je te rencontre, Mamine. Maintenant, tu es un mort. C'est bon? C'est un peu, mais oh là là, on dirait Laurence d'Arabie. Là, avec ça, je suis prêt pour faire du chameau. Parfait. Allons-y. On y va? Yallah. Allez, yallah. C'est tout un art aussi. Hop.
Ah bah là, la Mauritanie. Oh là là, c'est majestueux. Ben oui, on y est, sur les traces d'Odette. Tout à fait, c'est les traces d'Odette Pigodeau. Combien elle a fait de kilomètres en tout? Alors 18 000 km 18 à 000 pied kilomètres. et à dos de chameau. J'ai entendu dire, Mamine, que tu connais des passages d'Odette de Puygodot par cœur, c'est vrai? Tout à fait, c'est vrai. Tu m'en dirais un petit passage? Avec plaisir. En fait, Odette, elle est omniprésente partout. Et là, puisqu'on est au milieu de dunes de sable, je te ferai une citation sur les couleurs de sable. Sable pâle, à peine doré, ivoire, parfois presque blanc. Sable oxydé, rossi, sable rose, orangé. Sable fauve et soyeux comme un pelage. C'est magnifique. Merci, Mamine. Je t'en prie. Là, j'ai l'impression d'être sur les traces d'Odette de Puygodot. Mamine, finalement, qu'est-ce qui te touche le plus dans l'œuvre d'Odette? Elle a reporté les choses telles qu'elles sont. Je trouve que c'est extraordinaire qu'une Française qui arrive, qui débarque en Mauritanie avec son amie qui est française aussi, et qui arrive à pouvoir découvrir tout des Mauritaniens, sans lacune, mais aucune. Et Ça t'a touché. Oui, ça m'a touché. Et puis, il y a cette langue française. Je t'ai vu la déclamer, son texte comme de la poésie. C'est une belle langue aussi. C'est une très belle langue, c'est beau, c'est poétique, c'est luxuriant, c'est sensuel, c'est quand même couronné par l'Académie française. C'est beau ce que tu dis, Ouais. je trouve. C'est très, toi aussi, t'aimes bien, finalement, cette littérature-là. T'aimes bien, Tout à fait. t'aimes la langue française? Je l'aime parce que c'est une belle langue d'abord, la langue de Molière, c'est très très beau, et aussi parce qu'effectivement c'est une langue d'ouverture. Je trouve qu'elle m'a permis d'être beaucoup plus ouvert. Je pense que je l'aurais été sans cette langue. J'ai une question que j'avais envie de te poser. Là, on est assis sur le sable, on a les chameaux derrière nous. On est dans un espace assez magique. Qu'est-ce que tu aimes le plus dans ton pays, la Mauritanie? Moi, j'aime les déserts, j'aime les espaces, j'aime les oasis. J'adore quand je suis sur un sommet que je domine. Si tu avais un mot, Mamine, pour définir ton pays, la Mauritanie, ce serait lequel? La tolérance. Un peuple très tolérant, très hospitalier. Je suis très fier d'être mauritanien. Mamine, est-ce qu'on peut regarder ensemble le coucher de soleil tous les deux Avec plaisir. sur les dunes mauritaniennes? Voilà, j'espère que cette traversée mauritanienne vous a plu. Je vais vous avouer quelque chose, j'ai rarement été aussi ému et touché devant de tels paysages. Vous pouvez passer des heures à contempler ces déserts, ces espaces infinis, et là, vraiment, vous vous ressourcez. Alors faites, comme de plus en plus de touristes, venez visiter la Mauritanie. Les autorités mauritaniennes assurent la sécurité partout dans le pays. Et puis vous allez trouver l'autre richesse de ce pays, les Mauritaniens eux-mêmes, qui vous accueilleront toujours avec une grande hospitalité et leur généreux sourire. Alors nous, on se retrouve très prochainement sur TV5 Monde pour une nouvelle destination. D'ici là, portez-vous bien où que vous soyez sur la planète francophone. Salut!